Et si l'école, cette institution qu'on connaît tous, par cœur, n'était finalement pas conçue pour notre épanouissement? C'est une question un peu provocatrice, je sais, mais c'est celle qu'on va creuser ensemble, en regardant notre système éducatif droit dans les yeux. L'école? Oui, l'école. On y est tous passés. C'est un rite de passage, un socle commun. C'est là qu'on a forgé nos premières amitiés, connu nos premières angoisses aussi, et qu'on a commencé à construire notre vision du monde. C'est un point de départ, qu'on a tous en commun en quelque sorte. Mais voilà, la question qui fâche. Est-ce que cette institution si fondamentale est vraiment faite pour nous aider à devenir nous-mêmes, à nous épanouir? La question, elle mérite vraiment d'être posée. Est-ce que l'école nous prépare à la vraie vie, avec toute sa complexité, ou est-ce qu'elle nous prépare plutôt à un certain type de vie? Alors, pour y voir plus clair, il faut faire un petit bond en arrière. Parce que l'école telle qu'on la connaît, eh bien ce n'est pas du tout une évolution naturelle. Non, c'est une pure invention, une invention qui nous vient tout droit de l'ère industrielle. Et ce qui est assez fou, c'est de voir à quel point ce modèle est ancien. Ça remonte au XVIIIe siècle, en Prusse. À l'époque, le but était clair, former des soldats bien obéissants, bien disciplinés. Et puis, hop, la révolution industrielle a repris le flambeau. Il fallait des ouvriers dociles aussi. Et le plus incroyable, c'est que les vestiges de tout ça sont encore là. Les sonneries qui rythment la journée, les classes d'âge bien séparées, les matières enseignées en silo. Tout ça, c'est un héritage direct de ce passé. Et cette phrase de Ken Robinson, elle tape en plein dans le mille. Le système n'est pas fait pour qu'on se trompe, il est fait pour qu'on trouve la bonne réponse, celle qui est déjà dans le livre, celle qui est attendue. Et ça, bien sûr, ça se fait souvent au détriment de l'imagination, de l'exploration, de la créativité, tout simplement. Ça nous amène à un concept super puissant du philosophe Michel Foucault, celui des corps dociles. Pour Foucault, des institutions comme l'école, mais aussi la prison ou l'usine, ont un but qui va bien au-delà de leur fonction première. L'idée, ce n'est pas juste d'instruire, c'est de façonner les individus, de normaliser les comportements pour qu'ils deviennent utiles et surtout prévisibles. Et ça se voit très concrètement à travers 3 mécanismes qu'on connaît tous. D'abord, il y a l'organisation de l'espace, la salle de classe, avec ses rangées d'oignons, parfaite pour une surveillance constante. Ensuite, il y a le contrôle du temps, l'emploi du temps ultra rigide, qui nous apprend à découper notre journée et notre vie en tranches bien productives. Et enfin, bien sûr, il y a l'examen. L'examen, il n'évalue pas seulement, il classe, il hiérarchise, et au fond, il punit tout ce qui sort de la norme. Ok, mais alors quelles sont les conséquences de tout ça? Le problème, c'est qu'en se focalisant sur des matières très académiques, le système laisse de côté des pans entiers de ce qui fait une vie équilibrée, une vie épanouie. Prenons un exemple tout bête, la santé. Aujourd'hui, les neurosciences nous le martèlent. Le sommeil, c'est crucial pour apprendre, pour consolider les connaissances. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On impose aux ados des horaires qui commencent super tôt le matin, alors qu'on sait que c'est en conflit total avec le rythme biologique. Résultat, leur concentration et leur capacité de décision en prennent un coup. C'est un non-sens absolu en fait. Ah, et l'argument ultime, la socialisation. On entend partout que l'école est indispensable pour ça. Mais attendons 2 secondes. De quelle socialisation parle-t-on au juste? Une socialisation où on est parqué avec des gens du même âge, souvent mis en compétition les uns avec les autres, pour les notes, pour le statut. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les interactions de la vraie vie, où on échange avec des personnes de tous âges, de tous milieux. Et puis, parlons argent. Savoir gérer un budget, comprendre les intérêts composés, ce sont peut-être les outils les plus puissants pour être autonome dans la vie. Et pourtant, c'est le grand absent des programmes scolaires. On a l'impression que le système est conçu pour former de bons employés, pas forcément des individus libres de leurs choix financiers. Bon, face à ce tableau un peu sombre, il existe heureusement des alternatives. Et l'une des plus connues, c'est ce qu'on appelle l'instruction en famille, ou IEF. Alors, attention, en France, les règles ont changé. Depuis 2021, ce n'est plus un choix aussi simple. Il faut maintenant une autorisation. Et pour l'obtenir, il faut rentrer dans une des 4 cases prévues par la loi. La santé de l'enfant, une pratique sportive ou artistique intensive, le fait de beaucoup voyager, ou une situation très particulière qui justifie un projet éducatif sur mesure. Forcément, ça a beaucoup limité le nombre de familles qui peuvent opter pour les IEF. Mais alors, la question qu'on se pose tous, est-ce que ça marche? Eh bien, contrairement à pas mal d'idées reçues, les chiffres sont assez éloquents. Les études montrent que les enfants qui suivent une instruction en famille ont des résultats bien au-dessus de la moyenne nationale aux tests standardisés. Et, tenez-vous bien, ils réussissent même mieux leur première année à l'université. Ces graphiques, il met en lumière un chiffre vraiment frappant. La moyenne générale en première année d'université, 3,37 pour les élèves issus de l'IEF, contre 3,08 pour les autres. Ça montre bien que le fait de pouvoir personnaliser l'enseignement et de respecter le rythme de l'enfant, ça paie. La différence est là, elle est mesurable et elle est significative. Et on en revient au fameux mythe de l'isolement social. Eh bien là encore, la recherche montre tout le contraire. En moyenne, on observe moins de problèmes de comportement, une meilleure estime de soi et des compétences sociales plus solides. Pourquoi? Parce que ces compétences, elles s'acquièrent au contact du monde réel, avec des gens de tous âges, pas dans la bulle un peu artificielle de la cour de récré. Allons encore un peu plus loin.
regardons ce que la science nous dit sur la façon dont notre cerveau apprend. Et là, on découvre un fossé gigantesque entre le fonctionnement naturel de notre cerveau et les méthodes de l'école classique. Le neuroscientifique Stanislas Dehaene a identifié 4 grands piliers de l'apprentissage. D'abord, l'attention, difficile à maintenir dans une classe de 30. Ensuite, l'engagement actif. Il faut que l'élève soit acteur, pas juste un spectateur passif. Troisième pilier, hyper important, le retour d'information. En gros, le droit à l'erreur. Et enfin, la consolidation, le moment où le cerveau ancre les connaissances. Et ça se passe surtout pendant le sommeil, ce fameux sommeil dont on a déjà parlé. Et ce point sur l'erreur, il est peut-être central. À l'école, se tromper, c'est mal. C'est une faute sanctionnée par une mauvaise note qui génère du stress. Mais pour notre cerveau, c'est tout l'inverse. L'erreur, c'est un signal, une information capitale qui lui dit « Oups, ce n'est pas le bon chemin, ajuste-toi ». C'est comme ça qu'on apprend. En gros, le système scolaire punit le mécanisme même dont le cerveau a besoin pour progresser. Et ce stress, ce n'est pas juste un mauvais moment à passer, non, il a des conséquences bien réelles, physiologiques. Cette pression constante, cette peur de l'échec, ça libère une hormone, le cortisol. Et entre grandes quantités, le cortisol peut devenir toxique pour une partie du cerveau essentielle à la mémoire, l'hippocampe. Pour le dire simplement, le système d'évaluation, par le stress qu'il génère, peut carrément endommager notre capacité à mémoriser. Tout ça nous ramène à la question de départ, la question essentielle qui est derrière tout ça. Au fond, à quoi sert l'éducation ? Pour y réfléchir, regardons ce chiffre. Il est incroyable. Une étude qui a suivi des enfants sur le long terme a montré que 98% des enfants de 5 ans, 98% sont au niveau génie en pensée divergente. La pensée divergente, c'est quoi ? C'est la capacité à imaginer plein de solutions différentes à un seul problème. En gros, c'est le moteur de la créativité. Et maintenant, attention, 10 ans plus tard, après 10 ans passés sur les bancs de l'école, ce chiffre, il n'est plus que de 12%. On passe de 98% à 12%. C'est un effondrement. C'est la preuve que le système, en nous martelant qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse à chaque question, finit par éteindre, petit à petit, cette capacité créative qu'on avait tous au départ. Ce qui nous ramène, pour finir, à cette question fondamentale. Le vrai débat, au fond, il n'est pas sur la pédagogie ou les programmes. Il est sur notre vision de l'être humain. Est-ce que le but de l'éducation, c'est de créer des rouages bien obéissants pour faire tourner une machine, ou est-ce que c'est de cultiver des êtres humains libres, épanouis et autonomes ? La réponse qu'on choisira de donner à cette question, collectivement, c'est elle qui dessinera le monde de demain.